Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette petite conférence qui s'intitule donc Númenor et l'Atlantide. Je vais faire avec l'accent parce que j'ai beaucoup d'amis Tolkienville dans la salle, donc il ne faut pas que je fasse le malin. La pression est énorme, vous comprenez. C'est une conférence qu'on devait faire à deux voix avec notre camarade Vivien Stocker, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer pour ce festival et il en est bien malheureux. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'il a souhaité dire, puisque la première partie de la conférence devait être assurée par moi, et donc je ferai mon job. Et la deuxième partie par lui, donc j'essaierai d'être à la hauteur. Peut-être vous présenter rapidement, entrez, prenez votre temps, il n'y a pas de souci, on est entre amis. Donc vous présenter, disais-je, l'encyclopédie de la Terre du Milieu, qui est notre fil rouge pour nous, les Tolkien Deal, ce week-end. Une encyclopédie écrite avec une équipe de 6 personnes, dont votre serviteur. Une cite en premier, comme ça c'est fait. Et puis donc Coralie Poteau, qui malheureusement est absente ce week-end. Audrey Morel, Damien Bador, Vivien Stocker et Dominique Vigo, l'éminent Dominique Vigo, le hobbit à la bouche pleine, qui se reconnaîtra dans la salle. Euh, alors, pourquoi une encyclopédie du deuxième âge? Eh bien, parce que le deuxième âge de J.R.R. Tolkien, c'est un âge qui est un peu moins documenté que le premier âge, qui est celui du Silmarillion, et que le troisième âge, qui est celui du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, avec une dispersion de texte, assez peu de traduction en français. Et donc, notre ouvrage, bah, il ambitionne simplement de réunir et de faire une présentation la plus ordonnée et la plus exhaustive possible de toute cette période qui est passionnante et qui méritait un beau livre, et je crois que nous avons atteint notre objectif, avec un format de notices qui peuvent se lire indépendamment et qui se renvoient les unes les autres avec une facilité déconcertante. Et évidemment, je vous encourage à courir acheter ce livre, et pendant que nous sommes encore là, le faire dédicacer. Alors pour les deux conférences, puisqu'il y a eu une première conférence hier avec Damien, Dominique et Audrey, nous avons souhaité nous concentrer notre propos sur la civilisation de Númenor, qui est la plus emblématique du deuxième âge de la Terre du Milieu. Et le rôle qu'on s'était assigné avec Vivien aujourd'hui, bah, c'était de parler des inspirations, c'est-à-dire ce qui a inspiré J.R.R. Tolkien dans l'histoire enfin, ce qui a inspiré dans l'histoire et les mythes de notre monde la création de Númenor, et puis des sources, c'est-à-dire les sources internes qui permettent de mieux comprendre ce qu'était Númenor. Et quand je parle de sources internes, c'est bien sûr les textes de J.R.R. Tolkien. Alors, les inspirations. Eh bien, vous le savez sans doute, l'œuvre de Tolkien puise dans de nombreuses influences qui ont marqué sa vie d'homme, sa vie de professeur, sa vie d'écrivain. Et puis, contrairement à pas mal de préjugés, eh bien, le Moyen Âge n'est pas la seule référence dans la composition de son univers, de sa terre du milieu. Il se trouve d'ailleurs que Númenor fait partie de ces composantes du légendaire pour lesquelles Tolkien a cherché l'inspiration plutôt du côté de l'Antiquité et des mythes de l'Antiquité. Et parmi ces inspirations, eh bien, il y a principalement le mythe de l'Atlantide. Un peu d'explication. On est au milieu des années 30, et à la suite d'une discussion avec son grand ami C.S. Lewis, on est au sein du groupe des Inklings, hein, ce groupe d'intellectuels d'Oxford réunissait régulièrement dans les pubs de la ville. Et bien, dans cette discussion avec C.S. Lewis, Tolkien et Lewis se sont attribués, enfin, sont partis dans un projet commun de roman sur le voyage dans l'espace et sur le voyage dans le temps. À C.S. Lewis, le sujet du voyage dans l'espace, et il va produire d'ailleurs une série de romans qu'on connaît aujourd'hui sous le surnom le nom de la trilogie cosmique, et à Tolkien le sujet du voyage dans le temps. Donc Tolkien va commencer un roman plutôt prometteur qui va rester inachevé. Ça s'appelle La route perdue. Ça parle d'un voyage dans le temps à travers des rêves éveillés de deux hommes, un père et un fils, qui découvrent à travers ces rêves eh bien, une île appelée Númenor. Et parallèlement à ce roman, Tolkien rédige une première version d'un récit autonome, mais en lien avec La route perdue,
qui s'appelle La chute de Númenor, et qui parle de la destruction de cette île, à laquelle il sera donné, après la catastrophe, le nom d'Atalante, qui veut dire la déchue dans la langue des elfes. Atalante, Atlantide, vous voyez où je veux en venir. C'est pas sans doute tout à fait un hasard de nommer cette île après la catastrophe avec ce nom, même si Tolkien écrira plus tard dans sa correspondance d'avoir vu la ressemblance des deux termes qu'après. Bon, mais à l'époque de la Route perdue et de la chute de Númenor, eh bien, Tolkien s'inspire directement du mythe de l'Atlantide. Et il n'en fait pas mystère, c'est totalement assumé. Númenor est une version, est une réinterprétation par Tolkien du mythe de l'Atlantide. Alors pourquoi l'Atlantide? Eh bien, Tolkien portait un intérêt à ce mythe depuis l'enfance. Il disait dans sa correspondance avoir été, depuis sa jeunesse, hanté par ce qu'il appelait lui-même le syndrome de l'Atlantide, qui se manifestait par des rêves de submersion des terres par une grande vague. Et puis Tolkien connaissait le mythe aussi à travers ses études classiques, puisqu'il a beaucoup étudié le grec et le latin dans sa jeunesse, à travers deux dialogues composés par le philosophe Platon, philosophe athénien, et donc deux dialogues, le Timée et le Critias. Le Timée, donc c'est une discussion imaginaire rédigée par Platon qui met en scène plusieurs personnes que Platon a connues dans sa jeunesse, notamment Critias, qui était l'oncle de Platon, et le philosophe Socrate, qui était le maître de Platon. Et donc Socrate et Critias, dans ce dialogue, parlent à un moment d'un récit égyptien très ancien qui parle d'une vieille guerre entre les Atlantes, les habitants de l'Atlantide, et la cité d'Athènes. Une guerre perdue par les Atlantes. Et dans ce dialogue, ensuite, Critias et Socrate parlent de la destruction, en un seul jour, de cette île de l'Atlantide. Le deuxième dialogue est plus complet et pourtant inachevé. C'est un dialogue inachevé de Platon. Mais ce dialogue, qui s'appelle donc le Critias, qui met en scène cette fois-ci Critias, l'oncle de Platon, Socrate, Timée, un poète, et Hermocrate, un inconnu, mais certainement très connu à l'époque. Donc ces quatre personnes dialoguent entre eux sur l'histoire de l'île de l'Atlantide. Et donc ce dialogue permet à Platon de décrire plus précisément l'histoire, l'organisation de la civilisation des Atlantes, qui avait été montée comme qui avait, enfin, comment dire, organisé leur île, leur royaume comme cité idéale, sous la protection du dieu Poséidon, avec un âge d'or, puis un déclin de cette civilisation. Et puis les Atlantes ont ouvert des colonies, notamment dans le pourtour méditerranéen. Ils y ont amené la guerre. Et puis à la fin, eh bien, les dieux de l'Olympe, décident de punir l'arrogance des Atlantes. Et donc ils détruisent l'Atlantide. Mais le texte est inachevé. On ne connaît pas la suite. Et puis, Tolkien connaissait aussi bien le mythe de l'Atlantide à travers l'intérêt que lui portaient les Inklings. Au sein des Inklings, il y avait un des membres les plus influents qui s'appelait Owen Barfield. Owen Barfield était très ami avec Tolkien et C.S. Lewis. Il a eu beaucoup d'influence sur C.S. Lewis. Et eh bien, il se trouve que Barfield était attaché à un courant de pensée très en vogue dans la première moitié du XXe siècle, qu'on appelait l'anthroposophie. C'était un courant intellectuel et spirituel qui voyait le mythe de l'Atlantide, non pas comme une allégorie imaginée par Platon pour donner une leçon de civisme et de bonne conduite à ses concitoyens Athènes, mais comme un fait historique. Une île ayant réellement existé. Et l'acceptation de l'Atlantide, avec des Atlantes détenteurs d'une sagesse et d'une connaissance supérieure à celle des autres civilisations, eh bien, ça fait partie intégrante de la vision spirituelle du monde par l'anthroposophie. Alors, si on remonte le fil, parce qu'il y a un fil à remonter, l'anthroposophie, qui a été conceptualisée par un Autrichien qui s'appelait Rudolf Steiner, eh bien, Rudolf Steiner était contemporain d'un Américain qui s'appelait Ignatius Donnelly, qui n'était pas anthroposophe. Ignatius Donnelly, pour vous donner un peu le portrait du personnage, c'était un homme politique républicain du XIXe siècle, qui écrivait des textes polémiques, pseudo-historiens, plein d'imagination. L'histoire l'a un peu oublié, et pourtant,
Eh bien, cet Ignatius Donnelly, il a élaboré une vision du mythe de l'Atlantide qui est restée populaire jusqu'au début du XXe siècle et qui était encore discutée avec suffisamment d'intérêt au sein des Inklings dans les années 30 pour qu'on retrouve quelques ressemblances des motifs développés par Donnelly dans l'histoire du Numénor. Alors, je vous donne quelques exemples parce qu'il y en a plusieurs. Il se trouve que l'Atlantide de Donnelly, il la situe au milieu de l'Atlantique. On a vu hier dans la conférence à trois voix que c'était aussi la position qu'on pouvait estimer de la Nouménor de Dworkin. Les Atlantes étaient des colonisateurs. Ils ont pris pied sur les continents voisins, en Amérique centrale, en Europe, en Afrique, plus particulièrement en Égypte, où la civilisation des pharaons aurait été modelée sur celle de l'Atlantide. Au sein de l'Atlantide, il y a eu la constitution au fil de l'histoire de deux factions distinctes et qui ont fini par s'affronter dans une guerre civile. Et puis le cataclysme final, la destruction de l'Atlantide, que Donnelly interprète du premier degré, eh bien, la suite, c'est que les survivants auraient rejoint les côtes des autres continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, à bord de navires de fortune, et auraient transmis aux générations suivantes eh bien, le souvenir et la nostalgie de l'île engloutie. Donc, vous voyez, ce sont des motifs qui pourraient faire penser assez furieusement à l'histoire de Númenor. Alors, de ces échanges sur l'Atlantide au sein des Inklings, on n'a aucune trace. Donc, ce que je vous dis là, je ne peux pas le prouver. Mais il se trouve que on peut en retrouver des échos dans la trame d'un des romans inachevés de Tolkien, Les Archives du Notion Club. Je vous dirai deux mots un peu plus long. Dans les Archives du Notion Club, effectivement, eh bien, qui est constitué de comptes rendus fictifs de réunions d'un club d'intellectuels qui se déroule dans les années 80. On peut lire des discussions entre les membres de ce club sur Númenor, donc par extension sur l'Atlantide. Alors cette influence de l'Antiquité au sens large sur la vision de Tolkien avec Númenor, on la retrouve aussi dans des inspirations historiques. Quand Tolkien fait lui-même plusieurs rapprochements avec la civilisation égyptienne et celle du Núménoréen. Alors ce rapprochement que Tolkien fait avec la civilisation égyptienne, c'est plutôt dans ses correspondances qu'on la retrouve. Euh, je vous ai parlé du lien que Ignatius Donnelly faisait avec les Égyptiens. Là, on peut aussi reconstituer cet intérêt que Tolkien portait au lien entre l'Atlantide, entre Núménor et les Égyptiens, par le fait que Tolkien était un grand fan d'Hérodote, et que pour Hérodote, eh bien, les Égyptiens étaient de toute façon les pères de toute civilisation. Bon, la civilisation de Núménor était la plus importante des civilisations des hommes dans son légendaire. Il est logique qu'il la compare, à travers ce qu'il appréciait d'Hérodote, à la civilisation égyptienne. Alors les Núménoréens, dans leur île imaginaire, étaient des architectes d'œuvres monumentales. Et si la plupart ont été perdus dans la submersion de l'île, eh bien, on a certaines descriptions faites par Tolkien qui peuvent presque immédiatement faire penser à des monuments de l'Égypte antique. Le meilleur exemple, c'est celui de la vallée des rois, la vallée des tombeaux des rois de Núménor, qui se trouve sur les flancs de la grande montagne centrale, le Menel Tarna. Eh bien, tout ça, ça fait écho autour de la vallée des rois des pharaons, sur la rive occidentale du Nil, près de la ville de Luxor. D'ailleurs, le mot pharaon, eh bien, il se trouve que lui aussi, il a un écho assez amusant dans le nom du roi, du dernier roi de Núménor, Ar-Pharazôn, pharaon, Pharazôn. Tolkien s'est en effet inspiré de sonorités de quelques mots issus de l'Antiquité pour constituer les noms de plusieurs rois de Núménor. Pas que égyptienne d'ailleurs. On peut aussi retrouver des traces, et là c'est le fruit de recherches récentes, de noms acadiens, de la Mésopotamie, dans le nom de certains rois et reines de Núménor. Je prends juste un exemple. La femme d'Ar-Pharazôn, elle s'appelait Zimrafel. Je crois que j'ai une diapo là-dessus. J'ai pris du retard sur les diapos, mais je rattrape. Mais regarde. Donc Zimrafel, avec Zimra, la première partie du nom, qui signifie joyau. Ça, c'est dans la langue imaginaire des Núménoréens. Mais Zimra, ça peut se rapprocher aussi d'un terme acadien qui signifie chant ou poème et qui se dit Zimru. Voilà, un exemple. Et on a quelques exemples comme ça qui font le fruit de recherches récentes sur les liens entre
l'adonnaïque et puis la langue acadienne. Des exemples, bien sûr, que vous pourrez retrouver en détail dans notre magnifique livre, que je vous invite à acheter très rapidement. Ce qu'on a voulu mettre en avant aussi euh, en travaillant sur les inspirations de Tolkien dans notre livre, eh bien, c'est la préoccupation que Tolkien avait de chercher à relier son monde imaginaire à notre propre passé. Il a souvent écrit dans sa correspondance que les récits du légendaire se passent dans notre vieux monde. La Terre du Milieu, c'est notre Terre, mais non pas à une époque historique, mais à une époque historique imaginaire, voire à une époque mythique. Donc ça ne sert à rien de rechercher dans l'histoire de notre monde des traces de la Terre du Milieu. Mais c'est le même monde. Ce lien, il le fait notamment, parce qu'il n'a pas fait que par ce biais-là, il le fait notamment en s'inspirant de quelques textes médiévaux. Donc là, je change l'époque. Des textes médiévaux dont certains nourrissent son imaginaire depuis son adolescence. Et ça lui a permis de créer aussi bien des ponts entre les âges de son monde, entre les âges du légendaire, premier âge, deuxième âge, troisième âge, et des ponts avec nos propres mythes et notre propre histoire. Donc, par exemple, je me cite, je vais tester ma petite torche. Voilà, le poème Christ est un poème anglo-saxon du 8e siècle, qui est écrit dans une langue médiévale qui s'appelle le vieil anglais. Eh bien, il contient les vers suivants. Et Allah et Arendelle, Engla Beorfast, qui signifie Salut et Arendelle, le plus brillant des anges. Bon, ces vers profondément marqué Tolkien quand il était jeune. Il en a tiré le personnage d'Earendil. Earendil, c'est le père d'Elrond et d'Elros, c'est l'ancêtre des rois de Núménor, et c'est aussi, euh, dans le légendaire tolkienien, celui qui a guidé les hommes jusqu'à l'île de Núménor. Autre source médiévale, les Imrama. Les Imrama, c'est des récits irlandais de voyages maritimes fantastiques, auxquels on rattache parfois le célèbre récit du voyage de Saint Brendan, qui était très populaire au Moyen Âge. Eh bien, là aussi, Tolkien s'en inspire dans son poème Imra, un poème qui n'est pas très connu, dans lequel Brendan, le Brendan du Moyen Âge, à la fin de sa vie, évoque la découverte, durant son voyage, d'une île volcanique. Une île volcanique qui est le vestige d'une île engloutie. Et puis, il parle aussi de l'existence d'une île paradisiaque, qui se trouve de l'autre côté de la mer. Et enfin, il évoque une route perdue au-dessus du monde noir. Ces motifs, eh bien, ils résonnent avec celui de Núménor, bien sûr, avec celui de l'île elfique de Tol Eressëa, et avec celui de la voie droite vers Valinor, le monde immortel, où vivent les Valar et les elfes. Un monde qui est fermé aux mortels, et donc la voie droite est réservée aux elfes, fermée aux mortels, depuis la submersion de Núménor. Ce sont des motifs qu'on retrouve dans les romans de Tolkien, et ils résonnent bien évidemment avec la nostalgie d'un monde perdu. Donc, vous voyez, dans son intention de faire un lien entre son univers fictif et notre monde, eh bien, Tolkien a trouvé intéressant d'associer ce voyage de Saint Brendan avec les récits complexes d'un roman comme les archives du Ocean Club, puisque le voyage de Saint Brendan est rattaché au futur roman enfin, l'ex-futur roman inachevé des archives de l'Ocean Club. Et il transforme une inspiration, puisqu'il était inspiré par ce texte médiéval, il transforme une inspiration, une tradition médiévale. Je vais tout de suite changer de micro pour éviter que ça grésille à nouveau. Voilà, c'est mieux. C'est peut-être moins fort. Alors, je vais parler plus fort. Donc, Tolkien va transformer son inspiration, ce texte médiéval, eh bien, en source fictive de son propre univers littéraire. C'est ça qui est assez intéressant. Il l'a fait à plusieurs reprises dans son œuvre. Et ici, eh bien, j'en parle parce que c'est relié directement à la légende de Núménor. Et puisqu'on parle des sources, donc là j'attaque la partie de notre ami Vivien. Les sources, donc, ce sont les textes de J.R.R. Tolkien qui nous permettent, à nous de constituer notre encyclopédie, mais qui permettent surtout de reconstituer l'histoire de Núménor. On a à notre disposition trois familles de sources.
C'est une organisation totalement subjective faite par Vivien, mais j'y adhère pleinement, donc je vais vous expliquer ce qu'il a voulu vous transmettre. Trois familles de sources écrites ont tout d'abord des sources relatives à la chute du Nouménor elle-même, des sources relatives, enfin des sources qui sont des essais descriptifs, et puis des sources qui sont des récits de personnages. Donc trois familles de sources. Et puis on a une quatrième famille qui sont les sources iconographiques. Donc trois familles de sources écrites et des sources iconographiques. Des sources dont on ne saurait rien aujourd'hui sans l'intervention de Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien, qui était son exécuteur littéraire, et qui nous a permis, à nous, le public, à nous les lecteurs, d'y avoir accès. Donc la première famille de sources, eh bien, ce sont les sources relatives à la chute de Númenor. Et là, on va attaquer le gros de cette présentation, le schéma de Vivien. Je prends ma petite torche. Donc, Vivien nous propose de décomposer cette famille de sources sur la chute de Númenor en trois types d'écrits. D'abord, les récits de voyage en temps. Donc, ça parle de la chute de Númenor, mais on va les classer dans les récits de voyage dans le temps. Voilà. Ensuite, on a les sources relatives à la chute de Númenor qui sont, d'après J.R.R. Tolkien, d'origine elfique, écrites par des elfes, et ensuite archivées jusqu'au troisième âge de la Terre du Milieu. On a une catégorie de sources écrites par les Núménoréens eux-mêmes. Et enfin, on a ce que Vivien appelle des visions mixtes, c'est-à-dire des sources écrites par des hommes ou des hobbits à partir des archives elfiques. Et donc, on a le texte de la Calabès, qui aurait été écrit par Elendil, un des survivants de la chute de Númenor, et on a l'appendice B du Seigneur des Anneaux, qui est censé avoir été écrit par des hobbits. Alors, sur les sources du voyage dans le temps, eh bien, on a deux textes à notre disposition. Les deux romans inachevés, La Route perdue, que Tolkien a commencé en 1936 et qui n'a pas terminé, et puis Les archives du Notion Club, un roman commencé en 1944 et qui n'a pas terminé non plus. Dans les deux cas, Route perdue, Archives du Notion Club, le principe du voyage dans le temps se fait à partir de rêves éveillés, de rêves lucides. Dans La Route perdue, c'est un père et son fils qui font des rêves éveillés, qui rejoignent l'île de Núménor et qui assistent à sa destruction. Dans les archives de Notion Club, c'est un petit peu plus complexe. Il ne s'agit pas vraiment d'un roman, ce sont plutôt des successions de comptes rendus de réunions du Notion Club, les archives du Notion Club, qui insistent sur notamment les rêves éveillés de deux membres du club vers l'île de Núménor et la découverte de cette langue mystérieuse, la nunaïque, qui fait l'objet d'un rapport d'un des membres du Notion Club. Ouais, c'est un petit peu complexe. Donc une famille de textes sur la chute de Núménor qui se relie fictivement directement à notre monde, puisque La Route perdue, les deux personnages du père et du fils sont des gens qui vivent à Oxford dans les années 30, et dans les archives de Notion Club, les personnages sont des membres d'un club qui vivent dans les années 80. Donc Tolkien faisait un roman dans le futur pour parler du passé. Donc on est dans notre monde. On retourne en Terre du Milieu, la famille Vision elfique. Donc c'est une série de textes que Tolkien a écrit entre 36 et 42, qui finalement parlent de la même chose, de la chute de Núménor. Ces trois versions qui donc étaient considérées par Tolkien comme la vision elfique de la chute de Núménor. Vision elfique, donc une vision tout à fait authentique, puisque les elfes ont une longévité suffisamment longue pour apprécier le sens de l'histoire, alors que la submersion d'Ananouné, tout comme la Calabès, écrite par Elendil, ce sont des visions écrites par des hommes, et donc avec le défaut de ne pas être tout à fait exact. J'ai quitté mes notes, donc je ne sais plus du tout où j'en suis. Et puis donc le quatrième type, qui est cette vision mixte, qui est un peu hybride, avec la Calabès écrite par Elendil. Donc il existe là aussi plusieurs versions.
qui a permis à Christopher Tolkien d'établir une vision finale qui s'appelle donc La Calabès et qui a été publiée dans le Silmarillion en 1977. Et puis on a l'appendice B du Seigneur des Anneaux, euh, qui est eh bien, là aussi un travail à partir d'archives plus anciennes et rédigées probablement par Bilbo ou par Frodo lors de la rédaction du fameux livre rouge de la Marche de l'Ouest qui aurait donné dans le temps Le Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, qui aurait retrouvé ses archives dans son jeu avec le lecteur. Chacun ici sait bien sûr que c'est faux. Lui qui l'a écrit lui-même. Donc ça, c'était pour la première partie, enfin la première famille de textes relatifs à l'île de Númenor, donc les textes sur la chute de Númenor. Je reviens juste à la diapo précédente. Et puis donc on a une deuxième famille de sources, ce sont les essais descriptifs. Donc les essais descriptifs, eh bien ce sont des descriptions sur la géographie de l'île et sur la société des Núménoréens. Pour les grands lecteurs de Tolkien qui sont dans cette salle, vous connaissez sûrement, probablement, le texte sur la description. Bon, je saute, voilà. Je reviens un peu. Voilà. Je n'ai pas très bien suivi le fil de Vivien. J'espère qu'il ne nous suit pas avec une caméra cachée. Voilà, pardon. Donc les essais descriptifs, plutôt sur la géographie et sur la société de Núménor. Donc en français, on connaît le texte qui s'appelle La description de l'île de Núménor. Voilà, donc, ici, description de l'île de Núménor, qui a été publiée en 1980 dans les Contes et légendes inachevées. En fait, ce texte qui parle essentiellement de géographie et de paysage est un récit qui a été reconstruit par Christopher Tolkien pour les Contes et légendes inachevées. Mais il s'est inspiré de deux textes de son père qui ont été écrits dans les années 60. Un texte qui s'appelle De la terre et des bêtes de Núménor et La vie des Núménoréens. Ces textes n'étaient pas connus jusqu'à une période récente, enfin, ils étaient connus de réputation. Maintenant, on peut en disposer grâce à la publication de The Nature of Middle-earth en 2021. Donc, les deux textes. Et donc, les deux textes, maintenant, sont accessibles aux lecteurs. Ils n'ont pas encore été traduits en français, mais donc, voilà, maintenant, on peut en disposer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Christopher Tolkien, en faisant un peu cette synthèse sur la géographie et sur les paysages de l'île de Núménor, sans le faire exprès, eh bien, il a composé un texte dans les Contes et légendes inachevées qui ressemble assez étrangement au Critias de Platon. Et ça, c'est assez amusant. Dans le Critias de Platon, il y a une description de l'île de l'Atlantide et des paysages de l'Atlantide. Et les deux textes sont assez comparables. Voilà, je voulais juste faire cette remarque. Écoute rien. C'est fait. Alors, parmi les essais, la famille des essais descriptifs, on a aussi un long texte linguistique. Hop, j'avance. Contes et légendes inachevées, Nature of Middle-earth, 2021. Donc, je reviens sur mon essai descriptif, qui est un texte linguistique qui s'appelle L'exposé de Lauda sur la langue adunaïque. Ça fait partie des différents textes qui composent les papiers du Notion Club, les archives du Notion Club. Dans cet essai, eh bien, qui est une sorte d'appendice en fait du roman, ça nous permet d'en savoir plus sur la structure et la composition, la phonologie, la création des noms de la langue adunaïque, la langue des Núménoréens. Et il se trouve qu'on a un exemple de texte en adunaïque que je présente ici. Vous avez remarqué la petite icône pour vous remercier de ne pas prendre de photos, puisque c'est un texte qui est sous copyright de. Pas grave, c'est fait, j'avais qu'à prévenir avant. C'est sous copyright du Tolkien Estate, donc évitons les photos, s'il vous plaît. Donc un texte qui est en deux langues, c'est un peu la pierre de Rosette de l'adunaïque. La première partie en quenya, la deuxième partie en adunaïque. Et comme c'est une diapo un peu illisible, je vais vous lire le texte, enfin je vais vous lire la traduction du texte. Le texte dit, en quenya et en adunaïque, ainsi donc, Sauron se prosterna. Il était venu. Les enfants d'Héru succombèrent aux ténèbres. Ar-Pharazôn
fit la guerre aux Valar. Les seigneurs de l'Ouest brisèrent la terre avec l'approbation des loups. Que les mers puissent se déverser dans l'abîme. Núménor, la bien-aimée, s'effondre. Voilà. On a donc ici, dans ce petit texte en adounéique, finalement, le résumé de la chute de Núménor. Donc un texte assez intéressant qui permet de prendre connaissance d'une langue supplémentaire dans le corpus des langues inventées par Tolkien, l'Anunnaï. C'est aussi avec les archives de l'Ocean Club que on associe le texte Imram, donc la légende de Saint Brendan vue par Tolkien, et les membres du club discutent de ce poème que Tolkien a inventé. Il l'associe bien sûr aux découvertes que Saint Brendan a supposé faire de Núménor et des terres des elfes cachées à l'ouest. Donc, voilà, on a ce lien dans les archives de l'Ocean Club entre le légendaire et une situation de une situation de notre monde à nous, même si on est dans une description fictive. En dernier lieu, parmi les textes descriptifs, on se trouve aussi un lot de 3 textes sur le vieillissement des humains, euh, comparativement aux humains normaux et aux elfes, qui se trouvent là aussi dans The Nature of Middle-earth. Et puis, Vivien Lapacité, mais on peut évoquer aussi le petit texte qui se trouve dans les Contes et légendes inachevées sur la taille des Numénoréens. Voilà, un petit morceau de texte qui permet de savoir quelle taille faisaient les Numénoréens. C'est aussi un court essai descriptif qui est assez intéressant pour reconstituer cette civilisation et ses habitants. Et enfin, la troisième famille de sources, eh bien, ce sont les récits de personnages. Récits de personnages, voilà, qu'on va retrouver notamment avec le texte relatif à la vie de Aldarion et Elendis, qui lui est traduit en français, il a été publié dans les Contes et légendes inachevées. Et puis un autre récit un peu plus hermétique pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers de Tolkien, c'est le roman inachevé sur Tal Elmar. Alors, Aldarion et Elendis, c'est le texte le plus long sur l'île de Núménor. C'est Christopher Tolkien qui l'a édité, donc il a rassemblé des morceaux de ce roman inachevé, de ce texte inachevé de ce père. L'histoire met en scène la relation conflictuelle entre Aldarion, le prince puis roi de Núménor, qui ne pense qu'à parcourir les océans, et puis Elendis, son épouse, qui, elle, déteste la mer. Elle ne déteste pas sa belle-mère, elle déteste l'océan. Alors, plus qu'un simple récit sur Núménor, c'est aussi un récit très intéressant sur la vision de Tolkien avec des relations entre hommes et femmes. Et c'est aussi un questionnement questionnement partiel. Tolkien n'a pas été au bout de cette réflexion, mais un questionnement quand même sur les risques écologiques qui existent à surexploiter l'environnement, en l'occurrence la surexploitation des forêts pour construire des navires. Donc ce récit, vous l'avez compris, comme beaucoup d'autres chez Tolkien, est resté inachevé. Et puis le récit de Tal Elmar, plus original, il se déroule en terre du milieu, quelque part au XIIe âge, et il offre un témoignage plutôt original du point de vue des habitants indigènes de la Terre du Milieu sur les colonisateurs venus de Núménor. Donc un sujet quand même qui était plutôt prometteur. Et là aussi, ce récit est inachevé et Tolkien n'a pas été au-delà de quelques pages. Alors pour finir cette intervention, elle n'est pas finie, hein, il en reste encore un peu, mais on est dans la dernière partie. On souhaitait avec Vivien mettre aussi en avant une partie de l'œuvre de Tolkien, qui est parfois mise de côté, c'est son œuvre graphique. Donc là aussi, je vous demanderai de ne pas prendre de photos, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un copyright assez fort. Cette œuvre graphique, eh bien, elle se présente de cette façon. On a plusieurs dessins faits par Tolkien, des dessins avec différents procédés. Ici, c'est stylo, crayon, aquarelle. Des illustrations figuratives qui permettent de se constituer un corpus visuel assez intéressant sur ce qu'aurait pu être l'art numénorien. Donc, dans la vision fictive de Tolkien, c'est tout ce qui reste de la submersion du Ménor. Quelques traces, quelques tapis, quelques dessins. C'est lui qui les a fait, bien sûr, mais ça nous donne une idée de ce que Tolkien imaginait de l'art numénorien. Donc, en premier lieu, il y a ces 3 dessins qui montrent 2 tapis numénoréens.
et un carreau de carrelage. Carreau de carrelage, tapis. Et vous aviez deviné, je pense. D'ailleurs, le deuxième tapis, je crois que Vivien s'est trompé, je pense plutôt que c'est celui-ci qui a fait l'objet d'une mise en tapisserie par la cité de la tapisserie d'Aubusson, qui fait partie désormais de cette belle série de tapisseries que les gens d'Aubusson ont fait sur l'œuvre de Tolkien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur place à Aubusson ou dans l'exposition qui a eu lieu au Bernardin à Paris ou à Angers récemment. C'est-à-dire, je crois, à Angers, c'est en cours. Où donc on va retrouver ce tapis numénorien parmi des illustrations de Tolkien qui ont été réalisées en tapisserie. C'est magnifique, à ne pas rater. Euh, Ensuite, il existe deux dessins de coiffe réalisés par Tolkien. La première, c'est cette espèce de chose en forme de coquillage que Tolkien appelle un karma. En fait, un karma, c'est un home, et c'est le home d'un capitaine de navire numénorien. Et en bas, et voilà, on va refaire le lien avec l'Égypte antique. C'est un schéma que Tolkien a fait dans une correspondance de la couronne du Gondor. Le Gondor, on est au troisième âge, c'est le royaume héritier des Núménoréens. Donc un home avec des ailettes d'oiseaux marins, qui fait penser en fait à la couronne de cérémonie des pharaons égyptiens, le fameux Pshent, qui symbolise la couronne de Haute et Basse-Égypte réunies. Voilà, donc on n'est plus tout à fait à Núménor, on est chez les héritiers de Núménor, mais il y a encore ce lien que Tolkien faisait avec l'Égypte. Et puis Tolkien dessinait aussi beaucoup de motifs qui sont des motifs très abstraits parfois. Là, on est dans les années 60. Ça pourrait être autant de frises murales que de rubans textiles, de motifs de carrelage. On ne sait pas trop, il n'a pas forcément donné de titre à ses dessins. Mais bon, ça donne encore une idée de la diversité visuelle que Tolkien attribuait aux Núménoréens. Voilà, donc, on dirait que c'est un peu émouvant, on dirait que ça a été fait avec des stylos quatre couleurs. C'est amusant de voir ce qu'on peut faire avec peu de choses. Et puis, enfin, je termine là-dessus, et c'est pas des moindres, c'est une représentation graphique qui représente la carte de Núménor. Il n'en existe qu'une seule, dessinée par Tolkien. Là aussi, vous le voyez, avec peu de choses, un stylo rouge, un stylo vert et un crayon à papier. Voilà la carte de Núménor dessinée par Tolkien, que Christopher Tolkien a redessiné à l'encre avec un style, euh, avec son style, le style de Christopher Tolkien, pour les contes et légendes inachevés, pour accompagner le texte sur la description de l'île de Núménor. Voilà, j'en arrive à une conclusion très rapide pour dire simplement, bah, vous voyez, les sources internes, elles permettent de mieux comprendre ce qu'était Núménor. Elles sont donc nombreuses, complexes, et elles sont arrivées jusqu'à nous en ordre très dispersé par le truchement de Christopher Tolkien. Et bah, ça explique aussi pourquoi il y a très peu d'ouvrages sérieux consacrés entièrement à Núménor et au deuxième âge. Et il se trouve que maintenant, il y en a un, et il est en français. Je vous remercie. Alors, on en est à la toute fin de cette présentation, juste pour faire un petit peu de publicité. Donc, nous sommes un petit groupe d'auteurs et prochainement, nous travaillons en ce moment sur la petite sœur de l'encyclopédie du deuxième âge, qui va s'appeler l'encyclopédie du troisième âge. Donc, son titre provisoire pour l'instant, c'est l'encyclopédie de la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux et le troisième âge, qui devrait être publié peut-être en 2026. Et puis, un petit peu de publicité pour nos ouvrages précédents, donc l'Encyclopédie de la Terre du Milieu, le deuxième âge Núménor, bien sûr, mais aussi plutôt dans le temps, on avait fait, je dis on, je n'avais pas participé à celle-là, mais je m'associe à un formidable travail qui a été fait. L'encyclopédie, la grande encyclopédie du Hobbit, qui a été publiée en 2013 et qui a été rééditée en 2022, qui a fait l'objet de traductions à l'étranger, en anglais, en allemand et en tchèque. Et puis, le petit monde des Hobbits de 2014, dont on est très fier, mais on en est tellement fier que bah, il n'y en a plus. Le titre est épuisé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, et donc l'encyclopédie de la Terre du Milieu traduite en allemand.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Mais avant de poser les questions, je vais demander à mes trois petits camarades de me rejoindre sur scène pour qu'on puisse faire des réponses collectives. Damien, Audrey, Dominique. Alors, juste avant de commencer les questions-réponses, j'aurais voulu rajouter une petite information. En fait, il y a un texte que Jean Rodolphe a oublié de mentionner, mais qui est intéressant néanmoins. C'est la liste des rois de Númenor, qui figure également dans les contes et légendes inachevées, où Tolkien raconte sur le mode de l'appendice A du Seigneur des Anneaux ce que les rois ont fait et ce qu'ils ont vécu tout au long de l'histoire de Númenor, du premier jusqu'à Ar-Pharazôn, l'usurpateur, le dernier roi de. Ça aussi, c'est un texte important dans la mesure où il apporte des informations chronologiques et historiques qu'on ne retrouve dans aucun autre texte qu'il a écrit par ailleurs. Y a-t-il des questions? Il faut que quelqu'un se décide. Je vais juste demander si vous pouviez remettre le slide juste avant les autres livres que vous avez publiés. Ah non, il n'y en avait qu'un. Ouais. D'accord, il y avait. Ok, merci. On n'a Désolée. pas fait tant que ça. Le temps que vous trouvez de nouvelles questions, je m'éloigne du haut-parleur. Chacun des livres correspondait à un objectif relativement précis. Les dates ne nous ont pas échappé. Il y a eu une activité autour de Tolkien sur ces thèmes qui est arrivée par un biais qui nous avait échappé au départ, une production hollywoodienne ou une série télévisée qui remet l'accent sur une période du monde de Tolkien pour lequel il n'y avait pas forcément d'édition papier, de livres, nouvelles. Et l'idée, c'était justement que Tolkien avait fourni des informations dans tout le corpus français et non traduit, et il apparaissait intéressant aussi bien pour l'éditeur que pour nous de donner au public, c'est-à-dire vous, que Tolkien avait vraiment travaillé ces périodes pour ne pas laisser à Hollywood ou Amazon le champ libre de donner leur vérité. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais Tolkien a vraiment travaillé dessus et on voulait justement que ce soit accessible et disponible. Si vous devez faire confiance à quelqu'un entre Amazon, Weta ou nous, je vous invite à choisir judicieusement. Et je rajouterais que nous avons un avantage formidable sur la Amazon, à savoir que nous citons nos sources, ce qui signifie que pour un article donné, vous pouvez retrouver les sources de Tolkien et vous y référer. Et si vous trouvez une erreur, n'hésitez pas à nous la signaler. D'accord. Bonjour et rebonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question. Quand vous parliez du nom Zimrafel tout à l'heure, vous faisiez référence à des langues mésopotamiennes, notamment l'akkadien. Est-ce que ça se vérifie aussi pour l'adounaïque? On peut trouver des inspirations, des références à des langues mésopotamiennes pour l'adounaïque. Oui, oui, effectivement, on a eu la chance avec Damien notamment d'assister à une conférence assez intéressante d'un chercheur, malheureusement, j'ai pas noté le nom, qui a fait ce lien entre eh bien, des sources, enfin, des mots acadiens, pas que acadiens d'ailleurs, enfin, des langues mésopotamiennes qu'on peut retrouver dans la composition de certains noms de rois núménoriens, et donc par extension en adounaïque, puisque les noms des rois núménoriens, les suffixes et les préfixes, on peut les retrouver dans le vocabulaire adounaïque pour d'autres types de phrases. Enfin, sous l'autorité de Damien qui pourra sûrement nous en dire plus. Alors, en l'occurrence, l'intervention à laquelle il est fait allusion a été publiée dans un volume qui a été dirigé par Dimitri Garnier sur Maillard, oh là, Dimitri, chez Garnier,
euh, qui s'appelle Tolkien et l'Antiquité, qui regroupe un certain nombre d'interventions sur les inspirations de Tolkien du point de vue de l'Antiquité et ce que représente l'Antiquité à l'intérieur de l'univers de Tolkien. Là où je me distinguerai de Jean Rodolphe, c'est qu'en fait, je suis obligé d'admettre que je ne suis pas entièrement, voire assez peu convaincu par les rapprochements qui sont faits, qui sont des rapprochements formels. Oui, il y a des structures, des racines qui ressemblent, mais du point de vue du sens, il y a assez peu de points communs. Euh, je serais convaincu de dire qu'il y a certainement des inspirations sémitiques ou, on va dire, moyen-orientales au sens large, du point de vue de la structure et de la forme des mots adunaïques, mais je ne suis à peu près pas convaincu qu'il y ait une inspiration plus directe, à savoir un lien aussi de sens. L'exemple choisi montrait bien que les sens n'étaient pas du tout congruents. Et je rappellerai une lettre que Tolkien avait écrite à un certain monsieur Rang, qui est publiée dans les lettres de Tolkien, où ce monsieur Rang faisait une réflexion sur il demandait à Tolkien s'il y avait un lien entre Sauron et le terme grec Sauros, reptile, et Tolkien, évidemment, explique pendant une page, voire 2 pages, que non, il n'y a absolument pas de lien, il y a une forme qui peut s'y ressembler, mais c'est comme de dire que il y avait un lien entre son anneau et celui des Nibelungen, les deux sont ronds, et il n'y a rien à voir. Après, pas non plus obligé de croire que Tolkien sur parole. C'est qu'un extrait de la lettre que Tolkien a écrit à Monsieur Rang. Ça se trouve, il y avait aussi un contexte. Peut-être que Monsieur Rang avait été très pénible dans le début de sa lettre. Tolkien n'avait pas l'habitude de maltraiter ses interlocuteurs, et là, il est particulièrement virulent à l'encontre de Monsieur Rang. On n'a qu'une partie de la lettre, mais ça, c'était le jeu de Christopher Tolkien, de publier que des morceaux de lettres, et pas toutes les lettres dans leur intégralité, parce que des fois, ça portait ça mettait peut-être une ombre sur la vision qu'on avait de son père. Oui, alors, il faut savoir aussi que Tolkien souvent écrivait des brouillons de ses lettres, ce qui fait que, en l'occurrence, c'est un brouillon qui a été conservé. Il est très possible qu'en fait, il ait écrit une lettre beaucoup plus sympathique et beaucoup plus courte à ce monsieur Rand pour le remercier de son intérêt. Et malheureusement, on n'en sait rien puisque la lettre qui a effectivement été envoyée ne semble pas avoir été conservée. Et puis donc sur cette recherche des liens entre les langues mésopotamiennes et puis les langues construites par Tolkien, là, sur cet aspect-là, l'aspect moyen-oriental, on est vraiment qu'au tout début de la recherche. Et comme dit Damien, apprendre avec le recul suffisant. Ce qui est intéressant, et ce qu'avait souligné le conférencier à l'époque, c'est que on est dans une période, la fin des années 30, où Tolkien s'intéressait en fait à l'archéologie. Il y avait un foisonnement archéologique dans les années 30, qui avait eu lieu en Angleterre aussi, mais certains de ces archéologues anglais, qui étaient débutants dans la recherche en Angleterre, ont continué leur travail au Moyen-Orient. Et Tolkien avait eu l'occasion de fréquenter certains de ces archéologues qui venaient pour certains d'entre eux d'Oxford, et avait suivi leur travail, enfin leur publication en tout cas relative à l'archéologie moyen-orientale. Un lien peut-être à creuser, puisque aujourd'hui, ce n'est que le tout début qui fera peut-être floc de cet aspect de la recherche sur Tolkien. Pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a déjà une publication en ligne sur un site qui s'appelle Ardalandian, en anglais, où un chercheur avait publié un court article sur le parler noir et les langues moyen-orientales, notamment le babylonien et, si ma mémoire est bonne, l'acadien. Là aussi, les rapprochements étaient intéressants sur le plan formel, mais il n'y avait pas de lien vraiment direct et réellement exploitable. Il y a beaucoup de rapprochements qui ont été faits avec les langues, comme Tolkien avait une très grande culture linguistique, c'est indéniable. Et comme il aimait beaucoup faire des jeux de mots linguistiques, y compris avec ces langues inventées, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à trouver des rapprochements. Certains sont très convaincants et d'autres sont un peu plus spéculatifs. Rarement de correspondance de sens, hein, ça vous l'avez compris. C'est pas parce qu'il y a Zimra dans la composition du nom de Zimrafel que c'est forcément le même sens que le nom d'origine acadienne. C'est pas du tout le cas. C'est, comme dit Damien, c'est purement formel. Alors qu'il y a des cas, je termine là-dessus, il y a des cas où c'est tout à fait
indéniable. Dans les premières versions de ces Elfiques, notamment la première version du Pléiade, il y a des termes qui sont quasiment repris exactement du finnois, aussi bien pour la forme que pour le sens. Et là, sachant que c'était une période où Tolkien était absolument fasciné par la langue finnoise, et qu'il avait commencé à écrire une ébauche, un roman qu'il n'a pas achevé, mais qui est quasi achevé, qui reprend la structure d'un passage long et intéressant du Kalevala, qui est un peu l'épopée finnoise telle que reconstituée au XIXe siècle, il est à peu près certain que cette inspiration-là était volontaire et tout à fait consciente. Donc pas exactement dans les cas de figure. Une autre question linguistique? Lancez-vous, hein, c'est plutôt sympa comme exercice. Alors, en attendant, je préciserai juste que les tapisseries d'Aubuchon seront à Angers, du coup, l'année prochaine, en 2026. Voilà. Et juste, si jamais vous avez envie de les voir, et après, c'est plutôt C'est plutôt le l'autre, deuxième. le deuxième qui a été fait en tapis. Je vous dis une bêtise, c'est le deuxième, je confirme. En plus, je l'ai vu, je me suis posé en photo à côté, mais c'est pas grave. J'avais pas mes lunettes. Oui, complètement. Donc, l'origine de l'Atlantide, de l'Atlantide, mais on a aussi l'idée dans les écrits de pas de Tolkien, mais de notre réalité, aussi l'île de Santorin, Santorin, au centre près de la Crète, là, qui est une immense explosion de volcan. Est-ce qu'on a des liens possibles avec cela, éventuellement avec des requêtes archéologiques qui auraient pu être faites en Angleterre à l'époque sur la Crète, cette île-là, et qui auraient pu inspirer? Bah, en fait, il faut savoir que il y a autant d'Atlantide que d'auteurs sur l'Atlantide. Et la piste Santorin, comme on l'appelle, c'est effectivement donc Santorin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île des Cyclades au centre de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie. Il a fait malheureusement dans l'Antiquité l'objet d'une immense explosion. C'est un volcan qui a explosé en plein milieu de la mer et qui a détruit l'île de Santorin et les îles voisines. Donc un phénomène marquant pour les habitants de la Grèce antique et des côtes de l'actuelle Turquie et de la Crète, puisque on pense que l'explosion de l'île de Santorin, qui a créé une immense caldeira aujourd'hui, qui est toujours visible, l'île de Santorin, en fait, c'est un cratère détruit d'un volcan. Et ben, ça a provoqué un tsunami qui s'est déversé sur le nord de l'île de Crète et sur les côtes orientales de la Grèce et les côtes occidentales de la Turquie, détruisant un certain nombre de cités. Forcément, ça a marqué à l'époque les esprits. À part la caldeira, on n'a aucune trace aujourd'hui de cette catastrophe, mais il est possible que la destruction de Santorin ait créé dans l'imaginaire des habitants de la Méditerranée à l'époque tout un tas de légendes, et pourquoi pas la légende de l'Atlantide. Mais la version de Platon situe plutôt l'Atlantide de l'autre côté des colonnes d'Hercule, donc de l'autre côté de Gibraltar. Et de l'autre côté de Gibraltar, c'est l'Atlantide. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Tolkien ne fait pas mention de l'île de Santorin dans ses écrits d'une manière générale. C'est-à-dire non seulement jamais en ce qui concerne un lien potentiel avec l'Atlantide ou Núménor, mais d'une manière générale, je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir vu le nom de l'île où que ce soit sous sa plume. Et il me Ce semble qui que ne veut pas dire qu'il ne la connaissait pas, d'ailleurs. la consolidation de l'hypothèse Santorin, elle est plus récente, elle doit dater plutôt des années 50-60. Je crois que le texte le plus célèbre sur la localisation possible de l'Atlantide à Santorin, tant l'idée que l'Atlantide a réellement existé, bien sûr, c'était un livre du commandant Cousteau qu'il a écrit dans les années fin des années 70. C'est relativement récent. Même si le commandant Cousteau s'est inspiré, bien sûr, de textes antérieurs, évidemment. Merci.
Pas d'autres questions? Ah, on a encore 5 minutes avant la conférence suivante. Profitez-en. Question linguistique? Non, pas cette fois. Non, puisqu'on parle de l'île de Santorini, des catastrophes naturelles, est-ce qu'on peut aussi faire un rapprochement, c'est vraiment une question par pure curiosité, entre le récit mythique qui est assez transversal dans beaucoup de cultures du déluge avec celui de Nouvelle-Normandie? Alors, non, pas à ma connaissance, mais je dois dire que ma connaissance n'est pas exhaustive dans le domaine. Euh, le premier récit du déluge conservé vient de la civilisation sumérienne, c'est quand même assez loin, et on en trouve beaucoup de traces dans l'épopée euh, l'épopée du Moyen-Orient, c'est bien connu chez les Assyriens, celle de Gilgamesh. Et donc, voilà, la localisation ne correspond pas. Une hypothèse a été faite, comme quoi ça aurait pu être la submersion de ce qui est l'actuelle mer Noire, puisqu'on sait que après la fin de la dernière glaciation, il existait un isthme qui séparait la mer Noire de la Méditerranée, que la mer Noire avait un niveau beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui, et qu'à un moment donné, cet isthme s'est rompu, provoquant l'inondation d'une très large partie de l'actuelle mer Noire, mais là aussi, la correspondance géographique est mauvaise. Donc, d'où vient exactement le mythe du déluge? C'est un sujet de débat parmi les spécialistes, et il est assez évident que le personnage d'Elendil dans l'imaginaire de Tolkien est un petit peu, d'une certaine manière, une image de Noé au sens de survivant d'une catastrophe qu'on peut assimiler à un déluge et fondateur d'une nouvelle civilisation, une civilisation plus ou moins bénie, en tout cas en rester fidèle aux enseignements des Valar, de la manière que Noé était le seul homme resté fidèle aux enseignements de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a un lien mythique que fait Tolkien, mais aucun lien vraiment clair aujourd'hui sur le plan de l'origine précise du mythe. Certains, semble-t-il, le relient à une possible inondation d'une partie des plaines du côté de la Caspienne. Ça reste extrêmement spéculatif, à ma connaissance. En vrai. Dans ce domaine-là, la science et l'archéologie progressent de manière assez rapide. Il n'est pas impossible qu'il y ait de nouvelles théories qui aujourd'hui aient un crédit réel auprès des spécialistes, dont je ne fais pas partie. Je n'ai rien à ajouter. Il est temps pour une dernière question. Le morceau de Carla, là, ça peut me faire penser un peu aux azuleros portugais. Est-ce qu'on a des influences dans l'œuvre de Tolkien ibériques ou portugaises C'est une question. Alors là, effectivement, nous, ça nous fait penser à des azulejos portugais. Bien que le bleu ne soit pas dominant dans cette version-là. Mais non, il n'y a pas dans ce cas-là de lien entre la péninsule ibérique et Tolkien. Le lien connu entre la péninsule ibérique et Tolkien, c'est le lien qu'avait Tolkien avec son tuteur, qui était un prêtre de l'oratoire de Birmingham, d'origine espagnole, qui s'appelait le père Francis Morgan, hispano-irlandais. Et le seul autre lien, à ma connaissance, est le fait que la première langue que Tolkien ait inventée seul, dans sa jeunesse, c'était le Nafarin, et que le Nafarin, nous a-t-il dit dans sa conférence Un vice secret, était fortement inspiré par les langues romanes, et spécifiquement par l'espagnol, qu'il comprenait, je ne sais pas s'il le parlait, mais en tout cas, qu'il avait dû étudier, notamment sous l'influence ou par amitié avec le père Francis Morgan. Je ne connais pas d'autres liens avec l'Espagne de la part de Tolkien. Il ne s'est rendu de son vivant ni en Espagne ni au Portugal, mais il n'est pas
impossible non plus que par ses amis, connaissances, collègues, il ait eu des connaissances spécifiques de la culture ibérique. Là aussi, il faudrait peut-être creuser le sujet, mais il n'y a rien de prouvé de ce côté-là. Sur le Portugal, petite précision, mais Damien ne le sait peut-être pas, Tolkien a mis les pieds au Portugal une fois dans sa vie, à l'âge de 3 ans. Quand le bateau qui le ramenait d'Afrique du Sud avec sa mère a fait escale à Lisbonne avant d'aller à Southampton, en Angleterre. Mais par contre, on ne sait pas s'il est descendu du bateau ou pas. En tout cas, le port de Lisbonne a été fréquenté par Tolkien au moins une fois, en 1895. Je ne suis pas sûr que ça ait laissé beaucoup d'influence sur la composition de son légendaire. Bien, écoutez, c'est à moi de fermer. Il nous reste, je parle au nom de mes 3 camarades qui sont tout à fait d'accord à vous remercier. Vous êtes un public formidable.